Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africab Télévision, la chaîne du continent. Et merci d'être à notre rendez-vous du vendredi soir pour votre avis. Le premier élément de notre émission de ce soir va concerner le fait de savoir si Charles Blé Goudé doit être jugé par la Cour pénale internationale ou par la justice ivoirienne. En deuxième point, nous essaierons de savoir si vous êtes satisfait de la gestion de la ville dans laquelle vous vivez. Pour clore l'émission, nous recevrons vos appels téléphoniques auxquels mes invités et moi nous répondrons. Pour ce soir, mon premier invité est Maître Alassane Diop, avocat au barreau du Mali, ancien vice-président de la Fédération africaine des jeunes avocats et membre de l'association Avocats sans frontières. Merci M. Marico. Mon second invité est M. Georges Ouessou, consultant international en décentralisation, ancien préfet et ancien directeur général de la décentralisation et de la gouvernance locale au Bénin. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Le 17 janvier 2013, Charles Blé Goudé est arrêté à Accra et transféré le lendemain à Abidjan en exécution d'un mandat d'arrêt international délivré par la justice ivoirienne. Le 21 janvier, Charles Blé Goudé est présenté à un juge d'instruction ivoirien qui lui signifie son inculpation pour crime de guerre notamment. Charles Blé Goudé est donc entre les mains de la justice de son pays, mais les avis sont partagés chez les Africains sur le fait de savoir s'il doit être jugé par la Cour pénale internationale ou par la justice ivoirienne. Avant d'entrer dans le vif du débat, je vous invite à suivre cet extrait de vos avis. Je pense qu'on doit juger Blé Goudé ici et le condamner ici. S'il va à ce pays, il sera en l'aise. Puisqu'à ce pays là-bas, il a la télévision, il a tout, il mange bien. Mais en Côte d'Ivoire ici, on sait qui l'a tué ici. On ne doit pas l'envoyer là-bas. Je pense que Blé Goudé devrait se présenter à la Cour pénale internationale et pour sa sécurité lui-même. Parce qu'il est un danger pour lui-même d'abord et pour la société toute entière. Moi, je pense qu'au regard des manifestations qui sont passées en Côte d'Ivoire, Blé Goudé devrait être traduit en justice et devant la Cour pénale internationale. À mon avis, les leaders africains doivent être jugés en Afrique. Il ne faut pas mener les Occidentaux dans leurs affaires intérieures. Juger en Côte d'Ivoire parce que Côte d'Ivoire c'est son pays natal, mais pourquoi à ces pays? Selon moi, pour qu'il y ait une vraie réconciliation, il faut qu'on le juge ici en Côte d'Ivoire. Ça va encore apporter plus de choses. Même si on devait le condamner, mais je souhaite qu'on le condamne à Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé pourrait être traduit devant la Cour pénale internationale, mais pas en termes d'obligation, parce que vous savez qu'en matière de la justice pénale internationale, il y a la compétence complémentaire. Donc si les juridictions ivoiriennes pourront le juger selon les standards internationaux, il pourrait être utilisé en Côte d'Ivoire. Mon humble avis, je crois que oui, parce qu'il faut payer pour chacun des actes que nous posons. On doit le juger même et puis l'enfermer. En tout cas, moi, mon avis, c'est ça. On doit juger Blé Goudé ici parce que de l'insa se lave en famille. Nous voulons, nous les supplions de juger Blé Goudé à la CPI. Bien, voilà les avis qui ont été émis dans ce micro-trottoir. Alors je me retourne vers vous, Maître Diop. Dites-nous d'abord ce qu'est la Cour pénale internationale et quels sont les cas dans lesquels elle peut engager des poursuites. Merci M. Marico. Je remercie les téléspectateurs. Je pense qu'aujourd'hui le débat, il s'agira simplement d'expliquer aux communs des mortels ce que c'est que la Cour pénale internationale. En fait, la Cour pénale internationale est une juridiction internationale permanente qui a été créée en vue d'ouvrir des enquêtes, poursuivre et de juger des personnes accusées d'avoir commis les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté du droit international. Ces crimes sont en général les crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'agression. Il s'agit de ces 4 types de crimes limitativement énumérés par la loi
qui tombent sous la compétence de la Cour pénale internationale. Mais ce que je voudrais aussi dire aux téléspectateurs, c'est que cette Cour pénale internationale doit être distinguée de la Cour internationale de justice, mais aussi des différents tribunaux pénaux spéciaux que les gens ont connus ça et là, notamment le tribunal pénal spécial de l'ex-Yougoslavie, du Rwanda, même de la Libye. Ces tribunaux sont créés spécialement pour des cas précis et ces tribunaux ont aussi une durée de vie limitée dans le temps. Alors que la Cour pénale internationale, elle ne juge que les infractions dont je viens de vous donner la lecture, première chose. Et puis en plus, elle ne connaît que des infractions qui ont été commises à partir de son entrée en vigueur. Cette Cour a été instituée officiellement, si je ne m'abuse, en 2002, en juillet 2002. Et à l'origine, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est les Nations Unies, en conférence internationale. Les Nations Unies reconnaissent quand même 193 États. 120 ont validé les statuts de la Cour pénale internationale qu'on appelle statut de Rome. C'est ce statut-là qui ont fixé et décidé de la création de cette Cour pour juger ces crimes particulièrement graves. Alors, elle est habilitée à connaître de ces crimes-là concernant les ressortissants de l'ensemble des États partis à cette convention. Or, il me semble que, je viens de vous donner les chiffres, ils sont clairs, c'est plus de 120 États ont signé et ratifié à la date d'aujourd'hui les statuts de la Cour pénale internationale. 38 ou 39 l'ont, je vais dire, signé, mais ne l'ont pas encore ratifié. D'autres l'ont signé et ratifié, mais la date d'entrée en vigueur n'est pas encore arrivée. Si bien qu'aujourd'hui, c'est l'une des créations mondialement admises aujourd'hui et partagées, surtout au niveau de la coopération internationale. Très bien, maître. Là, je vais vous poser ma deuxième question. Est-ce que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre M. Charles Blé Goudé? Alors, au regard de tout ce qui vient d'être dit au niveau du micro-trottoir, j'ai constaté un certain nombre de faits. Les avis sont partagés. Certains pensent que Charles Blé Goudé devrait être jugé en Côte d'Ivoire. D'autres pensent qu'il devrait être plutôt jugé par la Cour pénale internationale. Et diverses raisons ont été données ça et là. À ma connaissance, je ne sais pas si la Cour pénale internationale a délivré un mandat d'arrêt contre Charles Blé Goudé. Mais ce que je sais, c'est que le président Laurent Gbagbo a déjà fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Et comment ce mandat-là est intervenu? C'est à la suite d'une demande expresse venant de la Côte d'Ivoire, de l'État de la Côte d'Ivoire. Or, la Cour pénale internationale peut être saisie soit à l'initiative des États, soit des États partis au statut de Rome, qui l'ont signé, ratifié, soit par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Même aussi, la Cour pénale internationale peut être saisie par un État qui n'est pas parti au statut de Rome, mais qui, en fait, aujourd'hui, accepte la compétence de la Cour et automatiquement demande au procureur d'enclencher des enquêtes pour que, s'il s'agit des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, des crimes d'agression ou des crimes de guerre qui entrent dans le champ de compétences de la Cour, automatiquement la procédure se met en branle. Dans le cas d'espèce, l'État ivoirien a, d'après les informations que j'ai reçues, je ne suis ni dans le dossier de Gbagbo ni dans le dossier de Blé Goudé, mais l'État ivoirien a quand même fait cette demande-là. Et même encore, j'ai entendu lors du micro-trottoir, quelqu'un parlait d'un principe de complémentarité. Peut-être qu'on aura le temps de revenir dessus, mais cette Cour pénale internationale ne s'autosaisit pas si l'État décide lui-même de prendre en charge le problème. Oui, ça veut dire donc dans le cas de Charles Blé Goudé, puisqu'on nous a dit que en réalité il a été interpellé, arrêté au Ghana en exécution d'un mandat d'arrêt qui a été délivré par la justice ivoirienne, ça veut dire donc que c'est la justice ivoirienne qui va connaître de ce dossier-là. La justice ivoirienne peut connaître de ce dossier. Comme elle peut transférer le dossier aussi à la connaissance de la Cour pénale internationale, parce que vous l'avez dit vous-même dans vos propos liminaires, qu'on lui reproche, lorsqu'il a rencontré le juge d'instruction,
qu'on l'a inculpé de crimes contre l'humanité. Crimes de guerre. Crimes de guerre. Alors, crimes de guerre, ça fait partie des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. Et aujourd'hui, l'État ivoirien a fait la demande de ratification, a signé, je crois, les documents relatifs à la Cour pénale internationale. Et je pense que la ratification va suivre, puisque le dossier de demande a été déposé au niveau de la Cour pénale internationale, lorsque l'État a décidé, je pense, de transférer le dossier de Laurent Gbagbo devant cette Cour-là. Autre chose, oui, allez-y. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier aussi, il y a le lien juridique. Le dossier Laurent Gbagbo et le dossier Blé-Goudé, je ne pense pas qu'on puisse pouvoir les examiner séparément. Parce que c'est des dossiers qui résultent des mêmes faits de guerre et même des mêmes faits post-électoraux. Je vais vous interrompre un peu, maître, à ce sujet, parce que justement, il y a une question que je voulais vous poser. Comment se fait-il que la CPI ait délivré un mandat d'arrêt contre le président Laurent Gbagbo, contre son épouse Simone, et pas contre Charles Blé-Goudé, alors que, inculpé de crimes de guerre, il est une cible pour la CPI. Mais avant que vous ne me répondiez, je vais me tourner vers M. Ouessou, à qui je vais poser la question suivante. Les Africains, en général, voient la CPI comme étant une juridiction internationale entre les mains des puissances occidentales pour juger essentiellement des Africains, des chefs d'État africains, des personnalités africaines. Alors, quel est votre sentiment là-dessus? D'abord, ça c'est un. Et deuxièmement, quel est votre propre sentiment sur la possibilité qu'il y a de faire juger Charles Blé-Goudé à La Haye au niveau de la CPI? Merci beaucoup, merci de me passer la parole. Je ne suis pas un pratiquant du droit. Je vais bien donner mon avis en tant qu'intellectuel africain. Par rapport à la CPI, je me suis toujours posé la question de savoir si les chefs d'État africains se retournent vers la CPI pour qu'on prenne en compte ou en charge les ressortissants de leur pays qui ont commis des faits qui ont les compétences de la Cour. Alors je me pose la question de savoir, c'est-à-dire que nos juridictions ne sont pas suffisamment outillées. Est-ce la raison pour laquelle nous sommes obligés de nous référer à la CPI? Si ce n'est pas cela, alors, nous-mêmes Africains, moi je pense, c'est vrai que nous ne pouvons pas, disons, vivre ou exister en faisant fi de tout ce qu'il y a sur la planète. Nous sommes dans un ensemble, nous sommes complémentaires les uns aux autres, mais je pense que, comme cela a été d'ailleurs de tout temps, avant même la naissance ou la création de la CPI, nous devons continuer de juger sur nos territoires en Afrique. Et j'ajoute, spécifiquement, si vous réfléchissez beaucoup, vous allez voir, c'est surtout l'Afrique noire qui se retrouve souvent là-bas. Alors, je me pose par rapport à ça beaucoup de questions. Est-ce que notre droit positif futur n'a-t-il pas suffisamment aujourd'hui d'armes pour prendre en compte ces débats-là? Alors, je vais me tourner vers Maître Diop. Vous avez deux questions. Il y a la première que je vous ai posée tout à l'heure. Oui, exactement. Et puis, il y a celle que vient de poser M. Ouessou. D'accord. Alors, par rapport à M. Ouessou, je voudrais quand même qu'on précise un certain nombre de choses. La Cour pénale internationale n'a pas pour vocation à se lever du jour au lendemain, à descendre dans les États et à prendre les dossiers. Non. Ce n'est ni l'esprit ni la philosophie de la Cour pénale internationale qui a motivé quand même l'idée des promoteurs de cette Cour-là. L'idée est laquelle? Quelqu'un a parlé ici du principe de complémentarité. Mais ce qu'il faut plutôt dire, c'est plutôt le principe de subsidiarité. Ce principe de subsidiarité voudrait que la Cour ne se mêle d'un cas que lorsque l'entité inférieure qui est chargée de trouver la solution se déclare incompétente ou ne réagit pas, ou en fait expressement la demande et la délégation à la Cour, c'est-à-dire plutôt le renvoi du cas à la Cour. Ça, c'est l'un des principes quand même cardinaux qui règlent quand même le fonctionnement de la Cour pénale internationale. Donc, la responsabilité incombe d'abord à nos États. Tous nos États ont aujourd'hui dans leur arsenal juridique
des incriminations sur les crimes contre l'humanité, les génocides, les crimes de guerre, les crimes d'agression, etc., etc. Alors, il faudrait que nos juridictions se mettent au travail. Mais, en général, il se trouve quand même que la CPI a quand même une certaine expérience dans l'examen des dossiers de crimes contre l'humanité, des crimes d'agression de guerre. Parce que la constitution du dossier obéit à des normes extrêmement lourdes. Et je pense que c'est ce qui fait que souvent les États préfèrent renvoyer le dossier à la Cour pénale internationale, qui a des moyens larges, un budget pour ça, y compris jusqu'à faire déplacer les parties pour l'organisation et la constitution du dossier et l'organisation du procès. Donc pour moi, la question n'est pas tant de savoir est-ce que nos États ne peuvent pas juger. Oui, nos États peuvent juger. Mais si l'État, en tant que signataire du traité de Rome, État parti à la Cour pénale internationale, renvoie à la Cour, je ne vois pas pour quelle raison la Cour ne se saisit pas du dossier. Très bien, moi, ce serait un déni de justice. Très bien. Il nous reste malheureusement moins de 5 minutes sur ce dossier. Je vais vous poser une autre question concernant la CPI. À la demande du gouvernement malien, le procureur de la Cour pénale internationale, Mme Bensouda, a ouvert une enquête au Mali le mercredi 16 janvier sur les crimes de guerre qui auraient été commis dans ce pays depuis janvier 2012. De quoi s'agit-il exactement? Alors, quels sont ceux qui sont concernés par cette enquête? Voilà. Comme je viens de vous le dire tout à l'heure, le mode de saisine de la Cour se fait de diverses manières. Les États partis peuvent saisir la Cour. Et dans le cas d'espèce, l'État du Mali, à travers le procureur de la République, a émis le souhait de saisir le procureur dans le cadre de l'ouverture d'une enquête pour des faits de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Alors, vous savez très bien que lorsque le conflit armé a éclaté au Mali depuis janvier 2012 jusqu'à nos jours, nous avons tous assisté, médusés, à des cas de mutilation, à des cas de viol massifs, à des cas de meurtre massifs, des mutilations, on a vu des militaires égorgés comme des animaux. Et je pense qu'on a vu aussi la destruction massive des biens appartenant soit à des personnes privées, mais aussi des biens protégés, notamment les biens classés patrimoine mondial de l'humanité. Alors, ça, ce sont des cas qui entrent dans le cadre des crimes de guerre. Parce que les crimes de guerre prévoient la protection de l'ensemble de ces biens, la protection des populations civiles et la protection même des soldats blessés de guerre contre des traitements inhumains, contre des mutilations, contre des violences dégradantes. C'est pour cela, moi, je pense que dans le cas d'espèce, lorsque la Cour l'État du Mali a envoyé le dossier au procureur, le procureur ne se saisit pas automatiquement du dossier pour se lever immédiatement pour venir dire « j'ouvre une enquête ». Non. Lorsque le procureur reçoit le dossier, c'est tout un bureau. Ils étudient le dossier. Parce qu'ils appellent ça des déclarations préalables, des informations préalables. Ils étudient, ils essaient de confirmer d'abord les accusations. Et en ce moment, le dossier est transmis au niveau de la Cour à une chambre qu'on appelle la chambre préliminaire. C'est cette chambre préliminaire qui confirme les incriminations, non seulement sur l'identité des personnes qui peuvent être poursuivies, mais aussi sur les faits et les preuves. Et c'est au sortir de tous ces éléments-là que la procédure peut être enclenchée et des mandats d'arrêt peuvent être émis. Et même là, le mandat, il n'est pas émis par le procureur, mais plutôt c'est la chambre préliminaire qui est composée de plusieurs juges nommés au niveau de la Cour qui décident de délivrer des mandats et qui est exécuté sur le territoire des États partis. Merci, Maître Diop. Nous sommes arrivés au terme de notre premier sujet. Nous allons passer au deuxième point après cette petite interruption. Alors, êtes-vous satisfait de la gestion de la ville dans laquelle vous vivez? Selon les Nations Unies, à partir de 2008, plus de la majorité des habitants de notre planète vivent dans des villes. Alors qu'il n'était que 30% dans les années 50 du siècle dernier. On estime
que dans 20 ans, ils seront plus de 60%. Alors, une telle évolution ne peut pas se passer sans évidemment des défis très importants qui sont ceux de l'urbanisation, qui sont ceux des transports, qui sont ceux des logements, qui sont ceux des infrastructures, ceux de la gestion des déchets, ceux de la pollution et j'en passe. Alors, est-ce que nos villes sont prêtes à faire face à ces défis? Est-ce que vous êtes satisfait vous-même de la gestion de la ville dans laquelle vous êtes? Nous allons en discuter tout à l'heure, mais après ces avis que nos reporters ont recueillis dans un certain nombre de capitales africaines. Yaoundé, je pense qu'elle est plus ou moins bien gérée, étant donné qu'il y a de nouvelles politiques de réhabilitation de la ville, dont le maire et le gouverneur essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. C'est bien géré et mal géré en même temps, parce que les Maliens eux-mêmes ne prennent pas très bien soin de la ville. Les gens jettent les ordures n'importe comment, mais je pense que la mairie et les autres établissements sont en train de faire leur mieux. On ne peut jamais changer un milieu si toutefois les mentalités ne changent pas. Nous avons beaucoup de difficultés au Niger, généralement, et principalement à Niamey, de pouvoir aller vers des innovations qui vont nous permettre de dire que atteindre une nouvelle attitude nouvelle. Depuis quelque temps, on note des réalisations. Et également, vous voyez cette place où nous sommes aujourd'hui, cette allée qui s'étend de Ouakam également à Front de Terre. C'est une vallée, c'est une route à deux voies qui était là, donc qui est faite par les autorités locales. Donc aujourd'hui également, ce qu'en retour les populations doivent faire, c'est une bonne gestion de cette allée. Dans le secteur de l'environnement, il faut vraiment qu'on sensibilise la population parce qu'il y a trop de dépotoirs et les gens jettent trop les sachets un peu partout. Je trouve qu'il vaudrait mieux sensibiliser encore plus la population afin que la vie de Lomé soit encore plus belle qu'avant. Les autorités actuelles, n'est-ce pas, donc, ont hérité, j'allais dire, n'est-ce pas, donc, d'un passé en tout cas pas tout à fait reluisant, n'est-ce pas, donc c'est d'ailleurs ce qui a motivé l'élaboration d'un programme Niamey, Niala, Niamey, la Coquette. Donc c'est juste pour que vraiment on puisse faire de Niamey une ville comme les autres villes de la sous-région. Alors, essayons de comprendre les choses. Et Monsieur Ouessou, je me tourne vers vous. Commencez par nous dire quelles sont les missions principales d'une ville. Les missions principales d'une ville, une ville considérée dans le cadre où nous sommes comme une collectivité territoriale décentralisée, jouissant d'une autonomie financière et de la personnalité juridique, est une entité à laquelle l'État souverain a transféré un certain nombre de compétences pour lui permettre d'exercer pleinement, en plus de ses compétences, les ressources pour lui permettre d'exercer pleinement ces compétences qui lui ont été transférées. Alors, on peut citer comme compétence, vous l'avez d'ailleurs dit tantôt, il s'agit du développement local, il s'agit de l'aménagement du territoire, de l'habitat, de l'urbanisme, des infrastructures, de la salubrité, de l'hygiène. On peut également citer, disons, la santé, le domaine de la santé, les cultures, ou le culturel, je voudrais te dire, le culturel, et ainsi de suite. Très bien, mais vu votre expérience, est-ce que, d'après vous, toutes ces compétences que vous venez de dire, que moi j'ai appelées missions, est-ce qu'elles sont exercées effectivement par nos villes
Et sinon, pourquoi? Alors, vous avez suivi le radio-trottoir tout à l'heure. Oui. Ces missions ne sont pas effectivement exercées ou pleinement exercées par nos villes. Il y a d'abord que, premièrement, les ressources qui doivent être transférées au même moment que ces compétences ne suivent pas. Pourquoi? Eh bien, les États eux-mêmes ont aujourd'hui des difficultés énormes. Deuxième élément, la décentralisation qui a entraîné les transferts de compétences et une nouvelle mutation. Et il est difficile que les hommes que nous sommes se dessaisissent d'un certain nombre de compétences au profit d'autres entités, bien qu'elles soient créées par cette personnalité, cette autorité publique, pour les laisser à son lieu et place, n'est-ce pas? Oui, parce que la décentralisation repose quand même sur des lois. Alors, est-ce que face à la loi, on peut comprendre que des personnes, des individus soient réticents à mettre en application les dispositions de la loi? Oui, c'est ma troisième justification. Il y a aussi qu'aujourd'hui, dans nos États, il nous manque ce qu'on appelle la volonté politique. La volonté politique de mettre en application ce que nous avons librement décidé de faire. Les tests sont clairs. Telle compétence est transférée et devrait l'être accompagnée des ressources appropriées et nécessaires. Malheureusement, il y a ce frein-là et on ne comprend pas pourquoi nos États n'arrivent pas à taper du poing sur la table. Monsieur le ministre sectoriel tel, qu'est-ce qui vous empêche de transférer et les compétences et les ressources en même temps aux collectivités pour exercer leurs compétences? Mais là, M. Ouessou, vous posez un problème très grave de gouvernance. Comment un ministre, membre d'un gouvernement, peut s'opposer à l'application de dispositions d'une politique publique? Je crois que je viens de le dire. Tant que nos États, il faut le souligner, insister beaucoup dessus, n'ont pas cette volonté, est-ce qu'elle est manifeste, cette volonté de transférer effectivement tout ce qu'il faut à... Mais le chef de gouvernement qui est là, quelle est son attitude, quelle est sa position, quelle est sa vision, voilà, la vision qu'il a, le jour où on lui confie la gestion donc du pays à travers son gouvernement. Il faut bien que cela puisse s'expliquer. Alors, moi je voudrais vous poser une question, puisque vous êtes un spécialiste de la décentralisation. Est-ce que vous pouvez nous dire si la décentralisation, depuis qu'elle est appliquée, ça doit remonter peut-être à une vingtaine d'années au moins, est-ce qu'elle a permis de réaliser des progrès en matière de gouvernance locale? Bon, disons que on peut le dire. On peut dire que cela a permis de réaliser quand même des progrès en matière de gouvernance locale. Pour l'expérience que j'ai de mon pays, la première mandature a été la période d'essai, mais la deuxième, qui tend déjà vers sa fin, nous a permis quand même d'obtenir un certain nombre de résultats positifs. Tout simplement parce que nous avons aujourd'hui à la commande de nos cités des élus qui ont un certain niveau intellectuel, ce qui leur permet, contrairement à ceux de la première génération, de la première mandature, de faire une différence et de comprendre réellement, disons, la mission qui désormais est la leur, à la tête de ces collectivités. Vous verrez, il y a des maires aujourd'hui qui facilement font la reddition des comptes, donc qui rendent compte à leur population de la gestion qu'ils font tous les trimestres, tous les semestres et annuellement. Il y en a qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Ça, il faut l'avouer. Mais, à comparer, on peut enregistrer que aujourd'hui la majorité dans notre pays, en matière de gouvernance locale, font un effort. Maître, en tant que citoyen, est-ce que vous êtes satisfait de la gestion de votre ville? Satisfait de la gestion de ma ville? Bon, c'est une grande question pour moi, parce que je me demande même si nos villes sont finalement gérées. C'est ça la question. Parce que pour moi, le problème est beaucoup plus profond que tout cela. Pour moi, c'est un problème de planification. En réalité, qu'est-ce qu'on veut
pour nos villes? C'est ça la question. Une fois, j'étais en train de regarder une émission, je me suis rendu compte que des grandes villes comme Paris, des grandes villes comme New York, on s'est rendu compte qu'il y a plus de réseaux souterrains creusés il y a plus d'un siècle et qui ont servi à loger tellement d'infrastructures matérielles pour permettre de rendre la vie facile. Mais chez nous, ici, c'est l'urbanisme, l'urbanisation désarticulée, les plans ne sont pas respectés. Une grande ville comme Bamako, on vous donne des parcelles de 200 mètres carrés, on ne peut même pas tourner dans sa rue pour rentrer dans sa maison. Le cadastre est inexistant, la voirie inexistante. Pour moi, réellement, il y a un véritable problème. C'est qu'il faut d'abord commencer par faire une vision de la ville. Par exemple, Bamako dans l'an 2020, dans l'an 2030, édifier, dessiner la ville et essayer de faire en sorte que l'on tende vers cet objectif-là. Alors, maître, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que vous savez, l'Afrique a le taux de croissance démographique le plus important au monde. Il a le taux de croissance démographique urbain le plus important aussi. Et il est estimé que dans les 20 prochaines années, les villes africaines vont recevoir environ 300 millions d'habitants supplémentaires. C'est-à-dire autant que la population des États-Unis d'Amérique et beaucoup plus, je crois, que les pays de la CEDEAO. Quand on reçoit autant de monde, dans les conditions que Maître vient de dire, comment on fait, M. Ouessou? Oui, je vais, avant de répondre à votre question, revenir sur un des aspects de l'intervention de Maître. C'est vrai, l'urbanisation, nous vivons dans dans des villes aujourd'hui où l'urbanisation est, comme vous l'avez dit, désarticulée. C'est vrai, qu'est-ce qui nous permet de l'affirmer? Pour la plupart du temps, dans nos pays, vous allez comprendre que les populations s'installent avant le lotissement. Alors c'est ce qui fait que le jour où l'État se décide à faire l'urbanisation, l'État, aujourd'hui à travers les collectivités décentralisées, il y a que on est obligé de détruire beaucoup de choses. Et comme il a dit tantôt, la démographie étant galopante, alors l'espace, lui, ne s'étend pas. C'est le seul et le même espace. Mais plus d'habitants doivent vivre sur le même espace. Ce faisant, alors ce qu'on peut vous attribuer comme parcelle, alors elle est réduite en ce moment. C'est ce qui fait que vous constatez ce genre de, disons, au lieu d'être plus à l'aise, on est confiné dans un petit espace. Alors, je revenais à votre question. Vous voudrez bien me le rappeler rapidement, s'il vous plaît? Oui, la question c'est de savoir si les villes africaines doivent recevoir très bientôt, en tout cas dans 20 ans, c'est pas loin, 300 millions d'âmes supplémentaires. Je dis comment la ville fait pour faire face à cette situation, quand nous savons qu'en plus, vous l'avez dit vous-même, elle n'a ni les moyens financiers, ni les moyens humains pour faire face à des défis aussi importants. Alors, comment vous voyez ça? Moi, je pense, de mon point de vue tout de suite, qu'il faut même éviter que les gens viennent s'agglutiner dans une même ville. Alors, comment on fait? Alors, désormais, nous devons faire de nos villes des pôles de développement. C'est-à-dire? Voilà. Autour d'une ville, il faut réfléchir, comme il a dit tantôt, à un développement autour de la ville. Le cadre de vie doit être amélioré. Autrement, les populations sont attirées vers les villes où le cadre de vie elle est bonne, elle est accueillante. C'est ça que nous devons transférer désormais. L'hôpital, l'école, l'administration, l'adduction d'eau, la salubrité, la tranquillité. Mais M. Ouessou, vous-même avez dit tout à l'heure que la volonté politique est inexistante, ne serait-ce que pour faire appliquer certains aspects mineurs de cette décentralisation. Alors, comment pouvez-vous envisager
que tous ces pôles de développement puissent être mis en place autour de nos villes? Alors, nous avons dit tantôt que nos collectivités territoriales ont une autonomie financière avec les matières imposables qui existent sur nos territoires. Chacun des élus ou chacun de nos conseils communaux ou municipaux devra prendre à cœur le développement de leur localité. Il ne faut pas qu'on ait peur d'imposer l'électeur que nous avons en face. C'est ça le problème. Parce que l'État continue, malgré les difficultés qu'il traverse lui-même, d'appuyer, d'accompagner financièrement, avec l'appui également des PTF, des partenaires techniques et financiers, nos collectivités. Alors, face à, disons, cet accompagnement, nos collectivités ne font plus l'effort de mobiliser suffisamment de ressources. Or, elles ont suffisamment de moyens. Et ces moyens, au lieu de les investir, on préfère, disons, le mettre dans le fonctionnement de la mairie ou de la commune, en s'achetant des véhicules, en construisant de belles villas, ou, je ne sais pas, je veux dire, en construisant de nouveaux bureaux. Or, il faut l'investir dans, disons, des investissements économiques qui peuvent permettre de générer d'autres ressources qu'on investirait dans la localité. Je vais vous poser ma dernière question. Nous savons tous, nous constatons tous que beaucoup de nos concitoyens ont un comportement qui est totalement négatif en matière de salubrité. Les gens versent les eaux usées partout, les gens versent les déchets partout. Il y a une pollution sonore, une pollution et des pollutions de toute nature dans nos villes. Comment faire face à ces comportements qui, eux, ne relèvent pas de la mairie, mais relèvent du citoyen? Ouais. Le citoyen veut bien. Quel est l'accompagnement de la commune? Il y a quelqu'un, vous l'avez entendu tantôt, le changement de comportement. Et ce changement de comportement ne peut pas intervenir tant que l'élu qui est là n'aura pas inscrit dans son programme l'information, la communication, la sensibilisation de ses concitoyens. Et c'est le cas, à partir de là, progressivement, ça va s'installer. Deuxième élément, alors, dans nos villes, la salubrité. Mais combien de poubelles, combien de décharges sont construites et aménagées, entretenues? Il y a beaucoup et autant de choses que nous pourrons faire au niveau de la base, mais malheureusement, sous le prétexte que nous n'avons pas les moyens, alors on ne s'en occupe pas autant qu'il le faut. Très bien, monsieur. Oui, maître, nous sommes arrivés au terme de notre... Mais je vous laisse la parole et puis on va conclure. Non, je voulais juste rebondir sur un point par rapport à la salubrité. Moi, je pense quand même que c'est important qu'on signale. Prenons le cas au Mali, ici, des cités qu'on appelle Atétebougou. Mais en vérité, le cadre de vie dans ces zones-là, qui sont réputés être des logements pour des sociaux, mais le cadre de vie est 50 000 fois meilleur que dans des quartiers UP comme Bako Djigoroni. Parce qu'à Atétebougou, les rues sont propres, parce qu'on a fait des caniveaux, il n'y a pas d'eau qui stagne, tout est propre, tout est nickel. Alors que vous trouverez dans un quartier comme Bako Djigoroni, où vous trouverez des maisons de 100 millions, mais dans la rue, on ne peut pas passer. Il n'y a pas de caniveaux, il n'y a pas de... Donc, pour moi, il y a des préalables à faire au niveau des mairies. Ça, c'est important. Deuxième chose, quand vous parlez un peu de décentralisation aussi des missions des villes, à Bamako, maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a des feux solaires qui ne coûtent pas grand-chose. C'est de l'énergie renouvelable. Pourquoi on ne peut pas exporter ça dans nos villages? Des individus viennent à Bamako uniquement pour l'électricité. Des individus viennent immigrer à Bamako parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. Alors qu'avec cette énergie renouvelable, ces moyens nouveaux, on peut vraiment faire en sorte que les gens développent des activités dans ces zones-là et évitent voilà. Merci, maître. Nous sommes arrivés au terme de la deuxième partie. Nous avons un peu empiété sur le temps. Nous allons passer à la troisième partie. Nous voilà arrivés à la troisième partie de notre émission qui est consacrée aux appels téléphoniques. On me signale que nous en avons quelques-uns. Nous allons donc prendre monsieur Munguma Chéri qui nous appelle du Congo-Brazza.
Et Brazzaville, nous suivons un peu l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire et les conséquences du renversement du régime de Gbagbo. C'est que la responsabilité de Blé Goudé ne s'est pas faite dans les normes. Donc, si Blé Goudé est possible devant la Cour pénale internationale, il faudrait que le même effort soit fait également en direction des responsables du pouvoir qui sont dans la même situation. Maître. Oui, manifestement, ça s'adresse à moi. Non, je pense qu'il y a deux choses. J'ai retenu deux choses. Que l'arrestation de Blé Goudé ne s'est pas faite suivant les normes. C'est peut-être possible. Je ne suis pas tellement au fait des choses. Il semblerait qu'il aurait été arrêté lorsqu'il se rendait à un rendez-vous je crois, Africa 24 pour un entretien, qu'il a été arrêté. Et d'aucuns même parlent de kidnapping. Mais dans tout état, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en ce qui concerne Blé Goudé, il y avait un mandat d'arrêt qui avait été lancé par l'État de la Côte d'Ivoire en ce qui le concerne. À partir du moment où le mandat d'arrêt a été lancé et que la Côte d'Ivoire et le Ghana ont une convention qui les lie et on n'a pas fait jouer le refus de l'extradition, je ne vois pas en quoi, s'il a été arrêté, qu'il ne peut pas être transmis devant les autorités ivoiriennes. Très bien. Nous avons un second appel de M. Léon Caromon qui appelle de Paris. Moi, je pense qu'il est grand temps que les villes africaines puissent avoir eu des politiques de développement, parce que toutes les grandes villes africaines aujourd'hui, que ce soit Lagos, Accra ou Kinshasa, pour ne citer que celles-là, ce sont des villes qui se sont développées un peu sauvagement, et passez-moi le terme. Il y a l'exode, il y a les problèmes à l'est du pays qui poussent tous les Congolais à aller à Kinshasa. Vous allez à Lagos, c'est le même phénomène, à Accra, alors que des dispositions n'ont pas été prises en amont pour accueillir un nombre aussi important. Bien, ça, je crois que c'est vous, M. Ouessou. Oui, j'ai suivi notre téléspectateur. Je pense qu'au Bénin, nous avons pris en compte les préoccupations qu'il a évoquées, et l'État ou le législateur a prescrit à l'élu d'élaborer au cours de son mandat ce que nous appelons le plan de développement local. Et dans ce document, il y a l'aménagement du territoire qui est pris en compte, il y a l'urbanisation de la localité qui est prise en compte, il y a le cadastre qui est également pris en compte, l'occupation du sol, et nous pensons que progressivement, comme je l'ai dit tantôt, si les moyens pourraient suivre ou pouvaient suivre pour permettre la mise en œuvre de ces plans de développement local, le problème pourrait être réglé avec le temps. Très bien. Nous avons maintenant M. Chekne Konaté qui appelle de Bamako. Moi, je pense qu'à ce qui concerne Charles Blé Goudé, il ne devrait pas être jugé par la CPI. Mais, quand on essaie de voir aussi la manière dont se passent les événements, on a l'impression que M. Alassane a fait une justice de vainqueur. Donc, si c'est le cas, mieux est aussi qu'il soit jugé par la Cour pénale internationale, puisque si on le juge en Côte d'Ivoire et que ça se passe d'une manière, peut-être la jeunesse va réagir, puisque quelle qu'en soit sa personnalité, il a aussi des gens qui l'aiment toujours, quoi. Alors, justice des vainqueurs? Bon, peut-être c'est possible, parce que il faut reconnaître que le dossier ivoirien est un dossier très complexe. Alors, on ne peut pas se hasarder à faire des affirmations de la sorte. Mais je pense qu'en ce qui concerne Blé Goudé, rien ne dit d'abord qu'il sera jugé par la Cour pénale internationale, mais il est simplement accusé de crimes de guerre. C'est une incrimination qui peut à la fois être jugée par les juridictions nationales, comme ça peut être jugé aussi par la Cour pénale internationale. Donc, l'option demeure possible. Première chose. Deuxième chose, il faut reconnaître aussi que c'est le cas présent qui doit être discuté. On ne peut pas dire parce que Blé Goudé est poursuivi, il faut aussi poursuivre le président Alassane Dramane Ouattara, mais au moins Blé Goudé est poursuivi, que la poursuite aille jusqu'au bout et qu'on démontre qu'il est blanc comme neige, ou bien qu'il a participé de près ou de loin au fait qu'on le reproche.
c'est aussi une façon pour lui de démontrer qu'il n'a rien fait, je pense. Très bien. Monsieur Ouessou, Voilà. quel est votre sentiment là-dessus? Justice des vainqueurs? Bon, je crois, comme l'a dit Maître, nous sommes là sur un terrain politique. Hein. Sur un terrain politique. Je ne voudrais pas me prononcer par rapport à ça. Hein. C'est un problème interne à la Côte d'Ivoire. Juste des vainqueurs. C'est un problème africain. Bon, d'accord, un problème africain. Et ce que nous disons là peut se retrouver dans tous les pays africains. Tous les pays africains. Alors moi, je vais profiter pour poser une question qui me trotte un peu dans la tête depuis quelque temps. Est-ce que vous pensez que pour des raisons politiques, un arrangement est possible entre le pouvoir ivoirien et Blé Goudé et compagnie? Alors, en tant qu'intellectuel, je et surtout l'expérience. Alors moi, je pense que c'est possible. Mais on ne peut pas arrêter la procédure qui a été enclenchée. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Et à la fin de la procédure, bon, l'État ivoirien verra bien comment ce problème peut être réglé pour que la paix puisse se restaurer en Côte d'Ivoire. Maître? Oui, effectivement, je pense que les impératifs de la réconciliation nationale peut-être peuvent nous conduire à aller vers ce terrain-là. Mais pour moi, je me dis quand même que c'est peut-être un peu trop tard. À partir du moment où Gbagbo a déjà fait l'objet de poursuites d'inculpation et de mandat d'arrêt, je pense qu'on ne peut pas faire autrement en ce qui concerne Blé Goudé. Sinon, ça enlèverait tout crédit à la procédure contre Gbagbo. Très bien. Nous avons un appel de mademoiselle Aïdara qui appelle de Bamako. En fait, c'était par rapport à la gestion de l'administration. Je pense que les autorités peuvent intervenir à cela, tout comme les habitants. Voilà, les gens jettent les ordures n'importe comment. Et moi, je pense qu'on peut faire quelque chose pour cela et puis éviter de faire tout ça. Bien, M. Ouessou. Oui, disons que c'est La vrai. responsabilité est-elle partagée? Elle est partagée, entièrement partagée, la responsabilité, parce que l'autorité locale ne pourra pas elle seule tout régler. Il faut bien que les populations elles-mêmes prennent conscience que c'est leur milieu, leur environnement, leur milieu de vie, et qu'elles doivent l'entretenir. C'est ça. C'est dans ce cadre que moi je pense que l'accompagnement dont je parlais tantôt de la part de l'élu, donc l'information, l'éducation, la communication, doivent être des éléments importants sur lesquels on doit insister. Et ensuite, la suite, c'est qu'il faudra installer au niveau des rues ou de nos quartiers de ville, comme il a dit, non seulement des caniveaux pour recueillir les eaux usagées, ensuite les poubelles pour recueillir et expliquer à chacune de nos populations que désormais la salubrité, quand vous balayez votre maison, ne la jetez pas dans le caniveau, mais il y a une poubelle de l'autre côté dans laquelle il faut aller la jeter. Ne pas se dire, oh, le temps d'aller là-bas, je vais perdre quelques minutes, je préfère tout de suite jeter ça là. Il faut que nous intégrons désormais dans notre culture, notre comportement, ce genre de... Oui, je voulais intervenir. C'est tellement juste que il faut que je dise cette petite expérience que j'ai connue récemment au Rwanda. Alors rapidement, j'ai vu que la salubrité dans ce pays dépasse tous les commentaires. Mais je me dis quand même que le rôle de l'État et des responsables est primordial. Très bien. Nous allons prendre un dernier appel. Malheureusement, vous savez, le temps qui nous est imparti arrive à sa fin. Oui, c'est vrai que nous allons faire un plaidoyer pour que, à votre avis, soit un peu plus long. Alors, nous avons Monsieur Alou Kemenani qui appelle de Paris. Bon, moi, je pense que, ça c'est mon avis, je pense que c'est pas la peine d'envoyer le coup devant la pays. Parce que je pense que la Côte d'Ivoire peut, dans un esprit de réconciliation, chercher à résoudre ces problèmes-là. La justice ne peut pas tout résoudre. Par conséquent, moi je trouve que dans un esprit de réconciliation, ils doivent essayer de résoudre ces problèmes-là. Je ne dis pas qu'il faut l'impunité, mais il faudra que les Ivoiriens cherchent dans leur corps intérieur cette solution-là en eux. Merci. Non, c'est tout à fait juste ce que vous dites. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Soit
On aurait pu faire comme au Rwanda, décider d'aller vers le terrain d'une justice de réconciliation nationale et puis, etc., et passer sous silence un peu la notion de sanction. Mais la réconciliation peut intervenir aussi après le jugement, même après la condamnation. Il y a toutes sortes d'aménagements possibles de faire en sorte que celui qui a été condamné puisse être réinséré encore dans la société. Voilà. Mais je pense quand même que les crimes qu'on reproche à Gbagbo et à Charles Blé Goudé, je pense que c'est des crimes particulièrement graves et je me demande si ces crimes doivent être passés sous silence de la sorte. Oui, alors, mais est-ce qu'on ne peut pas faire œuvre pédagogique à travers des jugements de la sorte? Parce que je pense que la Côte d'Ivoire n'est pas un cas à part, Blé Goudé n'est pas un cas à part, mais bon, c'est l'exemple que nous avons. Est-ce qu'il n'est pas possible, à travers ces jugements-là, de faire œuvre pédagogique, de pédagogie sociale? Oui, toute justice a pour finalité justement la pédagogie. Hein. C'est pour attirer l'attention des individus, parce que rendre la justice, c'est surtout informer, sensibiliser. Pour moi, ça ne pose aucun problème. Je pense que l'État ivoirien aurait pu expérimenter la justice de réconciliation. Pourquoi pas, comme en Afrique du Sud, après l'apartheid. Parce qu'on s'était rendu compte que c'était tellement compliqué, s'il fallait aller au jugement, qu'on n'allait même pas en finir. Même au Rwanda, les tribunaux qu'on appelle les gachacha, ça obéit un peu à la même philosophie. On s'est dit, ce qui s'est passé est grave, mais peut-être pour les impératifs de la réconciliation nationale, on va essayer de passer tout ça sous silence et repartir à zéro. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire est le Rwanda? Est-ce que la Côte d'Ivoire est aussi la Sud-Afrique? Je pense qu'il faut vraiment se poser des questions par rapport à cela. Non, c'est vrai ce qu'il a dit. Je veux juste dire un mot. Oui. Le Togo a installé également un comité ou une commission nationale de réconciliation. Mais ça ne bouge pas. C'est pour ça que je pense que, comme il est dit, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Rwanda. Donc chaque pays a sa spécificité. C'est ça. Très bien, messieurs. Nous allons devoir nous arrêter là. Le temps qui nous est imparti a expiré. Je vous remercie de votre contribution à cette émission de À votre avis. La semaine prochaine, nous aurons les deux sujets suivants. Est-ce que l'intégration des anciens rebelles à l'issue de négociations ayant suivi un conflit dans l'appareil d'État, dans l'administration, dans l'armée et dans les différents corps d'État n'est pas une prime à la rébellion? Premier sujet. Le deuxième sujet est le suivant. Quel est le rôle des élites intellectuelles africaines dans la gouvernance démocratique? Alors, vous pouvez nous envoyer vos avis au 00223 44 20 80 80 pour le téléphone. Vous pouvez envoyer des SMS au 00223 74 22 59 73 et vous pouvez nous envoyer aussi par mail vos avis et vos questions à votre avis @africabtelevision.com, comme vous voyez inscrit sur votre écran. Merci chers téléspectateurs, bonne soirée et rendez-vous vendredi prochain.